Bonsoir à tous. Alain Badiou et moi sommes très heureux ce soir de reprendre cette nouvelle saison de Contre-courant au théâtre de la commune d'Aubervilliers, où nous enregistrerons désormais chaque mois en public. Pour cette première émission, nous accueillons Tristan Garcia à l'occasion de la parution de son nouveau livre en novembre prochain chez Grasset, intitulé « Nous ». Auteur à 35 ans d'une œuvre déjà importante et particulièrement éclectique, allant de la littérature à la métaphysique. Tristan Garcia, vous étiez, vous me l'accorderez peut-être jusqu'ici, très peu allé sur le terrain de la politique. Avec ce nouveau livre, vous vous attaquez à la question des identités collectives qui nous traversent, qui se recoupent en chacun de nous, voire qui se contredisent en chacun de nous. Votre œuvre, je le disais à l'instant, est extrêmement vaste déjà. Tristan Garcia, elle a rarement touché à la politique. Comment l'expliquez-vous ? Alors à la fois, je vous accorderai ce point et pas exactement. J'ai l'impression que, notamment dans ce que j'ai écrit littérairement, émergeait déjà la question qui m'intéresse dans nous, qui est celle des catégories classificatoires. Le genre, l'espèce, la race, l'âge. Mais ça m'intéressait plutôt comme romancier que comme théoricien. C'était sans doute le cas d'abord parce que je n'avais pas les armes théoriques, même si j'ai une formation politique et une éducation politique. J'ai plutôt une éducation politique, on en parlera peut-être, j'ai plutôt hérité de catégories que je dirais grossièrement marxistes et féministes. Pas féministes de la troisième vague en plus, plutôt féministes de la deuxième vague. À savoir ? C'est-à-dire éventuellement une contestation du patriarcat, mais sous condition d'une lecture de Beauvoir ou d'un féminisme à qui on a reproché par la suite d'être plutôt un féminisme blanc, plutôt un féminisme bourgeois, un féminisme européen. On parle souvent d'un féminisme de troisième vague à partir du moment où il y aurait eu prise en compte, on en parlera peut-être, de ce qu'on appelle maintenant l'intersectionnalité, donc des femmes noires, des femmes noires lesbiennes, parfois américaines, donc avec un carambolage de détermination qui ne faisait pas partie de mon éducation, de ma culture. C'est-à-dire que, moi, disons, ma bibliothèque féministe, c'était la bibliothèque des femmes. Et donc j'avais une éducation politique, mais qui me permettait de découper le monde essentiellement par la lutte des classes et par la question de la domination masculine. Donc, ce qui m'a pris du temps pour essayer d'organiser une pensée politique ou métapolitique, en tout cas des catégories politiques, c'est de comprendre ce qui s'était joué. Je ne sais pas, la périodisation peut être faite très différemment. Est-ce que c'est après 68 ? Est-ce que c'est dans les années 70, dans les années 80 ? Où j'ai senti, sans vraiment la comprendre, mais comme beaucoup de gens probablement de ma génération, d'autres formes de politisation qui étaient liées à d'autres catégories, à d'autres modes de découpage du monde. L'écologie radicale, l'antispécisme qui m'a beaucoup intéressé, donc la contestation d'un statut juridique d'exception accordé à l'humanité, le féminisme de troisième vague, la pensée post-coloniale ou décoloniale, etc. J'ai eu à chaque fois une attitude à la fois de méfiance, je dirais, parce que je venais d'un horizon marxiste et féministe classique. Donc je ressentais, comme beaucoup de gens, une sorte de... je ne sais pas exactement comment le résumer, de sensation qui consiste à dire ce sont des luttes légitimes, mais néanmoins, elles sont en quelque manière... elles dépendent en quelque manière de luttes plus profondes, etc. J'ai mis du temps à comprendre l'autonomie de ces luttes, mais à essayer de les comprendre sans les autonomiser tout à fait. C'est-à-dire sans verser dans une sorte de relativisme où il y aurait autant de champs politiques qu'il y aurait d'identités préconstruites, données. Donc je dirais que ça m'a pris du temps, tout simplement parce que je sentais cette insuffisance qui était liée à mon éducation politique. D'une certaine façon, tout de même, à vous entendre et à vous lire, on a l'impression que la figure du philosophe engagé est une figure révolue. Non, je ne dirais pas ça. Il est certain que ce qui m'intéresse en politique, ce sont les modes de découpage. C'est la définition des camps qui m'intéresse.
qui est qui, comment se dessinent le plus distinctement possible des lignes qui permettent de définir où nous sommes, qui nous sommes, à quelle catégorie nous appartenons, dans quel champ, dans quel type de lutte. C'est cette part-là de la politique qui m'intéresse. Il y en a une autre qui est la stratégie, qui ne m'intéresse pas, que je ne sais pas faire, que d'autres gens savent mieux faire. La question stratégique est une autre question. Puis il y a la question du choix du camp ensuite, qui pour moi a toujours été une question morale, donc probablement infra-politique ou ultra-politique. Ce qui m'intéresse d'abord, c'est de penser quels sont les camps, quant à savoir dans quel camp être. Pour moi, ça a toujours relevé d'une question morale. Donc, effectivement, ça peut être hors champ de ce que j'écris en tant que philosophe. Ça ne signifie pas que c'est hors champ de ma vie. Le choix politique est une question morale, Alain Badiou? Vous diriez ça, vous? On ne va pas en venir tout de suite à ce point-là. On va partir d'un peu plus loin. Ce qui moi, m'a frappé à la lecture passionnante que j'ai faite du livre de Tristan Garcia, c'est évidemment la subtilité, la virtuosité de ce qu'on pourrait dire sa part analytique, c'est-à-dire la part classificatoire, la part qui joue sur la métamorphose des identités, la part qui démontre des théorèmes, des théorèmes identitaires, comme par exemple celui qui joue un très grand rôle, que plus un nous est extensif, plus son intensité faiblit. C'est-à-dire que plus sa géométrie est considérable, plus au fond sa qualité se détériore, et des choses comme ça, dont le livre donne toutes sortes d'exemples tout à fait brillants. Alors ça, c'est une chose, mais on pourrait peut-être dire que cette part des choses relève plutôt d'une forme de sociologie qu'immédiatement de la politique. La politique vient peut-être après ou comme conséquence de tout ça, mais il s'agit d'un protocole, au fond, descriptif, analytique, extrêmement habile, extrêmement sophistiqué, à partir de la catégorie du nous. Et ça, c'est fait aussi dans un style tout à fait impressionnant, à la fois par sa précision, mais aussi par son humour et par sa vivacité littéraire. Il y a un passage que je voudrais lire, là. Il est page 10. Voilà. Que nous soyons militants professionnels, simples sympathisants, citoyens sceptiques aux convictions fluctuantes, socialistes, social-démocrates, militants LGBTI, wahhabites takfiristes, trotskistes de l'Organisation communiste internationale, indépendantistes, pablistes, tiers-mondistes, néoconservateurs, autonomes, indigénistes, anticoloniales, intouchables du Bahoujan Samaj Party, républicains, baasistes, national-patriotes, fascistes, apolitiques, chrétiens-démocrates, mormons, promoteurs de la troisième voie, ça j'adore, défenseurs ou welfaristes du bien-être animal, juifs sionistes, panafricanistes, deep écologistes, tenants de l'écosophie T, ça je ne sais pas ce que c'est, suffragettes, bolivariens, anarchistes, néo-nazis, républicains, homonationalistes ou fémonationalistes, travaillistes, décroissants, libéral-libertaires, monarchistes constitutionnels, partisans du black nationalisme, mencheviques, bouddhistes de la Soka Gakkai, abolitionnistes, militants pour les droits civiques, djihadistes sunnites, réformateurs, activistes pro-life. Nous ne pouvons pas nous empêcher de dire nous. Alors, non, tout cela, cette liste introductive, qui au fond est faite à la fois pour indiquer la multiplicité, l'étalement, le réseau complexe de différences radicales, etc., elle suscite en moi deux réflexions. Cette réflexion part du fait que le nous dont vous parlez, est là désigné par une série de noms, de signes. Alors, quel rapport faites-vous exactement entre la constitution du nous, enfin, où se situe le nous, si je puis dire en tant que réalité, par rapport à ce genre de système de nomination classificatoire? C'est-à-dire, quelle est la part de la sémantique dans l'existence du nous? Ce serait ma première question. Ce livre est grossièrement le livre d'un universaliste contrarié. Je suis universaliste, mais j'essaye de comprendre
des particularités qui m'échappent par tempérament. J'essaie de les comprendre avec une forme d'empathie. Du coup, ça suppose de ma part un geste qui est fait au début du livre, qui consiste à demander de bien vouloir, de la part de mon lecteur, accepter de traiter de la même manière des identités qui, généralement, sont encore conçues comme des identités volontaires, qui sont des formes d'engagement. La plupart de ce que vous avez cité dans cette liste relève de l'appartenance ou l'affiliation soit à une idéologie, à un parti, à une secte, à un groupement qui se nomme, et qui, se nommant, il y a un caractère performatif, définit un nous en acte. Nous sommes nous qui nous nommons ainsi, etc. Et ça suppose, le livre, le contrat avec le lecteur, suppose qu'on admette qu'il n'est plus tout à fait possible de tracer une ligne nette entre ce type d'identité performative et qui suppose sur le fait d'embrasser une identité collective par un manifeste, une énonciation, l'affiliation à un groupe, et des identités reçues ou subies, l'identité raciale, une identité ethnique, une identité sexuelle, une identité de genre. Donc, une des parts du livre consiste à dire, voilà, probablement parce que l'Occident a vécu une longue période libérale dans son rapport aux identités, la capacité à déterminer des identités qui seraient des identités grossièrement naturelles, avec lesquelles éventuellement les individus libres pourraient faire par la suite. On pourrait faire avec son identité de femme, ou son identité ethnique ou raciale, etc. Mais il y aurait quand même un donné. Il y aurait quand même un donné naturel, etc. Et on pourrait opposer ces nous-là, qui seraient des nous reçus, à des nous volontaires, ou des nous politiques, ou des nous performatifs. Donc, le livre repose sur l'idée que, effectivement, ce qu'on a connu, qui est peut-être la queue de comète de la déconstruction, je ne sais pas, a conduit à un brouillage qui fait que, d'une part, il n'est pas impossible qu'une part des identités que vous avez citées soit devenue, en quelque manière, des identités reçues, par tradition familiale, par une sorte de sédimentation aussi de la politique telle qu'elle s'est pratiquée au XIXe, au XXe siècle, et d'autre part, que ce qui était des nous naturels, même si nous ne sommes pas des constructionnistes, nous sommes obligés d'admettre qu'en tout cas les sciences positives nous donnent affaire essentiellement à des variations intensives, des variations de genre, des variations ethniques, des variations raciales, et non plus à des catégories fermement découpées qui nous permettraient d'opposer des identités reçues qui seraient données en bloc, et d'autre part des identités politiques, construites, volontaires. Donc le livre est en quelque manière le deuil de ce rapport-là à une distinction entre, disons, un nous d'intérêt reçu et un nous d'idées construit, volontaire. Donc un certain modèle de l'homme où l'homme recevrait des déterminations de genre, de sexe, de race, d'ethnie, de classe sociale même éventuellement, et presque sur le mode sartrien, à partir de ces déterminations, il serait libre en tout cas de faire avec et de les transformer ensuite en revendication, de les assumer ou non. Et là, ça donnerait un autre type d'identité qui serait non plus des identités, disons, sociologiques, mais une identité politique avec un sujet libre qui déciderait de ce qu'il fait avec les nous qu'il a reçus pour produire un nous, une communauté politique, un parti, etc. Et donc le livre, ça ne veut pas dire que je défends ça du tout, mais il me semble que la situation a changé, qu'il n'est plus possible de tracer cette ligne aussi nettement, en tout cas. Dans votre livre, vous abordez explicitement la conception de l'universel d'Alain Badiou, qui est donc celle qui s'inspire de Saint Paul, et que explicitement vous décrivez comme une préfiguration de l'espérance communiste, c'est-à-dire abolition il n'y a plus je rappelle, il n'y a ni homme ni femme, il n'y a ni juif ni grec, donc une espèce d'universel totalement inclusif. J'imagine que c'est cette conception-là que vous avez beaucoup de mal aujourd'hui à voir incarné, à penser, à avoir mis en œuvre. J'essaye d'y rester fidèle en quelque manière, c'est aussi mon éducation. Mais moi, le choc a été produit globalement par l'antispécisme, c'est-à-dire par la révélation du fait qu'il existait un type de discours qui prenait à revers l'humaniste et qui lui montrait que, alors qu'il se pensait progressiste, grâce à une catégorie qui était fondée sur une définition de l'espèce humaine, quelle qu'elle soit, il se retrouvait à être dénoncé, à être mis du côté des barbares, à cause de la condition animale, à cause de ce qu'il était fait aux espèces non humaines. Et donc,
là où j'ai commencé à douter, tout en restant un universaliste avec une formation humaniste aussi, c'est quand il m'a semblé que nous étions sous la condition d'une décomposition de la catégorie même d'espèce humaine, dont il y a pour moi 2 symptômes dans les, disons, 40 dernières années, qui sont l'éthique animale d'une part, et d'autre part le post-humanisme. D'une part l'horizon de la machine, de la singularité, après l'homme, et l'en-deçà de l'homme, on ne parle plus des bêtes, mais d'espèces non humaines, où on n'est plus capable de produire une différence juridique, légale, qui s'appuie sur des critères métaphysiques pour distinguer la personne humaine d'objets de droit que seraient les autres animaux. Donc, il y a eu pour moi un réel choc, ce qui ne veut pas dire, je n'ai jamais été militant par exemple de la cause animale, mais j'ai vraiment tendu une oreille très attentive à ce qui s'est écrit, d'abord dans le monde anglo-saxon, essentiellement. Le terme même d'antispécisme s'invente dans les années 70, c'est Richard Ryder, un petit pamphlet que je ne cite pas, d'ailleurs j'aurais pu le citer, qui s'appelle Antispécisme. Il forge le terme d'antispécisme d'ailleurs très volontairement sur le modèle de l'antiracisme. Il y a toute une histoire complexe de la manière dont la contestation de l'universel humain en politique s'est appuyée sur d'autres luttes politiques. Par exemple, aux États-Unis, la plupart des fondateurs de l'ALF, du Front de libération animale, sont soit des survivants de l'Holocauste juifs, soit des fils de survivants de l'Holocauste. Et la métaphore, il y a un livre de Charles Patterson, qui est une citation de Singer, l'éternel Treblinka, qu'est l'élevage industriel, que sont les abattoirs. Il y a une métaphore filée pendant un demi-siècle du rapport entre l'Holocauste et l'abattage industriel, qui est compliqué à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'analogie un peu étrange, floue, du genre, parce qu'on a traité certains hommes comme s'ils étaient des animaux, on les a abattus comme dans des abattoirs, puisque, on le sait, les plans de Buchenwald étaient en partie adaptés des plans des usines Ford, qui étaient eux-mêmes adaptés des abattoirs de Chicago. Donc il y a une continuité, ne serait-ce que architecturale, entre le mode d'exploitation des animaux dans l'élevage industriel, l'Holocauste et l'exploitation du prolétariat. Et donc, parce qu'on a traité certains hommes comme s'ils étaient des animaux, il va nous falloir traiter les animaux comme s'ils étaient en quelque manière des hommes. Il y a une sorte de dette, de responsabilité comme ça. Donc j'étais très sensible, où j'ai porté une oreille à cette transformation de la politique qui m'a indiqué 2 choses. D'abord qu'on était rentré, me semble-t-il, dans une situation où personne n'était plus à l'abri, en étant progressiste sur un plan, de ne pas s'apercevoir, de ne pas se réveiller un matin et d'être traité de réactionnaire sur un autre plan. C'est une expérience qu'ont fait beaucoup de féministes, par exemple, je ne sais pas, avec la question du voile. Même, je dirais de manière ironique, certaines personnes réactionnaires ou d'extrême droite se sont retrouvées, par exemple, à devoir défendre, je sais pas, le droit des minorités sexuelles, des homosexuels, stratégiquement contre des populations postcoloniales, etc. En gros, pour mieux culpabiliser des populations musulmanes, mieux valait intégrer dans un héritage chrétien blanc les droits de la femme, comme le fait Marine Le Pen, qui maintenant considère que dans l'héritage de l'Occident, il y a le féminisme, il y a une tolérance vis-à-vis des minorités sexuelles. Donc même des gens d'extrême droite ne sont pas à l'abri du fait de voir s'opérer ce retournement. On croit tenir une position sur un plan lié à une catégorie, et sur un autre plan, soudain, les choses apparaissent inversées. Et moi, ça m'est vraiment apparu avec l'antispécisme. La position que tenait l'humaniste, il se trouvait pris à revers. Il n'avait pas vu une limite catégorielle dans son dos, il se retrouvait à ne plus être progressiste dans un autre champ. Et vous pensez que c'est vraiment nouveau, ça, les catégories idéologiques qui se modifient ou s'inversent en fonction des conjonctures? Les retournements de veste ont toujours été spectaculaires dans l'histoire idéologique, tout de même. Ça, je pense que là, vous êtes un peu quand même dans un fétiche contemporain. Parce que, en plus, sur l'humanité, par exemple, si vous prenez la conception médiévale de l'humanité ne constitue nullement la totalité des êtres vivants. Elle est bornée d'un côté par la hiérarchie des diables et de l'autre par la hiérarchie des anges. Et donc, la surhumanité et la sous-humanité la constituent en tant qu'ensemble borné. Je pense que tout cela est tout à fait réel et que des analyses de cet ordre peuvent être faites aujourd'hui, mais qu'elles contribuent à une novation proprement politique, je ne le vois pas. Alors, mais il ne faudrait pas venir tout de suite à ça. Mais tout de même, Alain Badiou, sur la question de l'antispécisme, est-ce que ça vous paraît une objection sérieuse à cette conception de l'universel ou pas ?
mais je ne voudrais pas être acculé à la plaidoirie pour l'universel de façon immédiate. Ça viendra en son temps. Je voudrais qu'on revienne à la phénoménologie des groupes. Parce que voilà ce que je pense, moi, sur les groupes. Je pense que comme toute chose qui se présente comme multiplicité socialisable, les groupes doivent toujours être examinés d'un triple point de vue. Sont-ils imaginaires, sont-ils symboliques, sont-ils réels? Le maître Lacan doit ici être convoqué en personne. Il est absolument évident que la charge imaginaire est très présente dans la catégorie de groupe. Pourquoi? Parce qu'au fond, quel est le problème du groupe? C'est le problème de savoir ce qui le constitue comme fermé, comme unité, comme clôture. Ça se dit de deux manières. Ou bien le groupe est comme cela parce qu'il est un, ou le groupe est comme ça parce qu'il est un tout. Et il faut là distinguer l'unité en tant qu'un, l'unité de tout. Dans la liste que je citais tout à l'heure, il est clair que là, le groupe est ramené à son un pur, c'est-à-dire à son nom propre. Et en fait, un groupe n'est constitué largement que quand il a un nom propre, c'est-à-dire Parti communiste français, ou aussi bien, pour donner un exemple qui montre que, nous y reviendrons, la politique n'est pas forcément en cause dans cette affaire, Orchestre symphonique de Chicago, qui est un nous d'une extraordinaire puissance, et dont il est difficile de dire qu'il est directement de caractère politique. On reviendra sur la politique plus tard. Donc, le groupe peut être pris comme un. Mais un, finalement, ça se résout et ça se dissout dans le nom propre qui l'assigne. En fin de compte, le réel dont se soutient ce nom propre est évasif, évidemment. Et il est d'ailleurs critiqué, discuté, variable, etc. Le seul point fixe du nous étant le nous du nom propre. Nous sommes du parti. Ou bien il est pris comme tout. Et alors, comme totalité, comme groupe fermé. S'il est pris comme tout, à mon avis, il est imaginaire. Il n'est pas imaginaire parce qu'on sait très bien qu'on va toujours lui trouver, et même le constituer, comme vous le montrez très bien dans vos indices, on va voir qu'il est constitué par ses exceptions, qu'en réalité il est toujours une totalité ouverte, que son essence est de se diviser et non pas de se consolider, etc. Donc, moi je soutiendrai la thèse suivante, dans le groupe, s'il est pensé comme un, il est réduit au symbolique, et s'il est pensé comme tout, il est réduit à l'imaginaire. Reste à savoir ce que c'est que le réel d'un groupe. Et alors, le réel d'un groupe, je pense, n'est pas réductible au groupe lui-même, c'est ça le point. Le point qui est présent-absent dans votre livre, je ne dis pas qu'il est absent lui-même, mais il est présent-absent, parce que ça veut dire qu'en définitive, l'essence réelle du groupe, c'est son devenir, ce n'est pas son être. C'est sa constitution, son processus, et qu'en vérité, en tant qu'identité réelle, il est un peu coincé entre sa totalisation imaginaire et sa nomination symbolique, de telle sorte qu'il est toujours en effet au péril de sa décomposition, de sa division, ou au contraire de sa dogmatisation, si précisément on colle l'un sur l'autre le nom et la totalité. Le nom et la totalité, effectivement, on écrase la possibilité réelle du groupe. Alors, ça, il me semble que c'est un formalisme que vous touchez maintes fois dans le livre, mais si on le systématise, on se dit que, d'une certaine façon, si le réel du groupe est de l'ordre du processus, en fait, et non pas de la multiplicité simple, alors ce qui est intéressant pour le comprendre, c'est sa naissance et son devenir, c'est-à-dire d'où il sort et où il va, quelle est la péripétie de son existence, quelles sont les anecdotes de sa survie, en quelque sorte. Et que ça voudrait dire que finalement, le concept réel de groupe est de nature intégralement historique. Voilà. Et que ne sont, au fond, saisissables comme des entités dont on pourrait examiner en détail la combinatoire, si je puis dire, l'extension ou l'intrusion, que si on le prend, si on l'unifie de façon un peu forcée, soit symboliquement par l'histoire d'un nom, et soit imaginairement par l'histoire d'une totalité.
voilà. Mais est-ce qu'il ne vous semble pas qu'on a affaire, alors là je ne voudrais pas non plus introduire une sorte de coupure ultra-moderne ou contemporaine pour un processus qui vient de plus loin, mais on a affaire, et moi c'est ce qui m'intéresse parce que c'est ce qui me contrarie le plus, à des identités aussi qui, depuis une trentaine d'années, recherchent de nouveau de manière désespérée, un peu tragique, à se fonder. Et où se pose de nouveau la question du fondement de nature. De ce point de vue, à mon sens, la catégorie contemporaine la plus intéressante et probablement la plus tragique, c'est la race. C'est quelque chose que j'essaye de décrire un petit peu, mais c'est assez rapide. Le problème de la catégorie de race, c'est que lorsqu'on l'emploie, vous le savez, une partie de la gauche est très mal à l'aise avec ça, avec la catégorie de race, puisque, en gros, après avoir dépensé une énergie folle à historiciser cette catégorie, elle se retrouve face à des militants décoloniaux ou post-coloniaux qui disent non, il faut faire usage de la race parce que sinon vous êtes des universalistes vains, vous masquez votre couleur, etc. Donc repérons la race, faisons usage de ce concept. Du coup, on voit une tendance depuis quelques années à dire bon, comment faire pour utiliser une catégorie de groupe dont on sait qu'elle est fausse, mais en faire un usage politique et un usage stratégique. Donc, par rapport à la race, il me semble qu'on voit naître des militants qui disent « Je sais que la race n'est pas fondée, naturellement, je sais que c'est une catégorie historique, je sais que du coup son destin est strictement historique, mais si je ne fais pas usage de cette catégorie dont je sais qu'elle est fausse, au sens simplement elle n'est pas fondée en nature, c'est-à-dire je ne renie pas le travail de tous ceux qui ont essayé d'arracher à la naturalisation la catégorie de race, néanmoins, l'histoire de la domination étant ce qu'elle est, puisqu'il a été fait usage du concept de race, si je ne dispose pas de ce concept, je vais commettre des erreurs. Je vais mal découper, je vais mal comprendre les rapports d'oppression, les rapports de domination. Et en utilisant le concept, je ne veux pas connaître d'erreurs. Pardon, en utilisant ça. Et voilà. Et là, on touche exactement, à mon sens. Pardonnez-moi, en utilisant le concept, vous dites ? Je dis, en n'utilisant pas ce concept, je vais commettre des erreurs. Mais moi, il me semble qu'en utilisant ce concept, on risque fort d'en commettre aussi. Ben là, on a un exemple pour moi de conditions, à mon avis, contemporaines, qui là, je pense, ça s'est fait dans les 10-15 dernières années. En France, c'est très visible, on peut donner un nom à ça. Ce sont des gens, par exemple, autour du Parti des indigènes de la République, dont le travail est très intéressant de ce point de vue-là. Mais on est face à un dilemme où soit on refuse de faire usage de cette catégorie et on se voit reprocher d'être aveugle, et du coup, en quelque manière, malgré soi, non seulement de commettre des erreurs stratégiques, mais de reproduire des formes de domination en les masquant, en refusant de les voir, en refusant de les désigner, en refusant de dire qui est blanc, qui n'est pas blanc, qu'est-ce que le non blanc, est-ce que blanc, dans le champ contemporain, toute la question de la blanchité. Est-ce que blanc, c'est un terme qui désigne l'oppresseur, le dominant historique, à partir de 1492, c'est ce qu'on voit dans le livre d'Ouria Boutalja, par exemple. Ou bien est-ce que blanc est une réalité, est vraiment une couleur de peau, etc. Ou bien, comme vous le dites, on essaye de tenir encore au fait de croire qu'il s'agit d'une catégorie historique, et d'ailleurs la science nous l'a appris, enfin, on ne peut pas fonder l'idée de race, on ne peut pas la naturaliser tout à fait. Gobineau, ça ne marche pas, et Gobineau était déjà un penseur tragique qui savait que de toute manière ça ne marcherait pas, et que sa catégorie était vouée à l'extinction, à la mixité, au mélange et tout ça. Mais si on fait usage stratégique de cette catégorie, il me semble qu'il y a là un point vraiment contemporain, qui est des gens qui décident de faire usage de catégories dont ils savent qu'elles sont fausses, dont ils essayent de maintenir l'historicisation, mais qui prennent le risque de plus en plus de renaturaliser. C'est-à-dire, évidemment, comme vous le dites, si on fait usage du concept de race, le risque est que les années passant, on finisse par le refonder, on finisse par y croire de nouveau. Ben oui, mais parce qu'on retombe sur la discussion de tout à l'heure. Parce que ça consiste à quoi ? Dire qu'une catégorie est fausse, mais qu'on est obligé de l'utiliser parce que l'adversaire l'a utilisée. Ça veut dire qu'on transforme de nouveau en réel ce que cette catégorie désigne, alors que ce qu'on a vu et affirmé, c'est que c'était imaginaire. C'est-à-dire que la race n'existait pas, qu'elle était un opérateur de l'oppression, entre autres de l'oppression coloniale. Et une fois que le verdict est que cette catégorie n'a pas d'autre réel que son imaginaire oppressif, lequel est scellé par le nom qui lui est donné, race, il faut se débarrasser du nom et de la chose. Ça, je ne vois pas d'autre issue légitime.
Parce que d'une certaine façon, si vous commencez à discuter avec l'adversaire en utilisant les catégories mêmes qui sont les siennes, vous allez avoir un débat sur réel, imaginaire, symbolique absolument trouble. Parce que vous revendiquez la catégorie, vous la revendiquez comment, en quel statut? Vous la revendiquez comme imaginaire, vous la revendiquez comme réelle. Quand vous dites que l'adversaire s'en est servi, ça veut dire, c'est une réalité, mais ça veut dire qu'il a mis en scène une représentation imaginaire d'une masse de population destinée à quoi? Destinée à la conquérir, à l'exploiter et à l'opprimer. Donc il faut bien à un moment donné dire cette catégorie, son réel politique a été le processus colonial et par conséquent il faut l'évacuer entièrement parce qu'elle n'est qu'imaginaire. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Alors c'est le point exact où je me sens un universaliste contrarié, c'est-à-dire c'est le point exact où je pense comme vous, mais je pense que les conditions qui nous sont imposées actuellement font que nous sommes obligés d'entendre ceux qui font un usage stratégique de la race. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement, à mon avis, en leur disant ça, l'argument ne portera pas exactement. Ça, je ne chercherai peut-être pas à les convaincre. Je pense que c'est important. Alors là, c'est de la politique très concrète, c'est de la stratégie. Je pense que c'est très important parce que il y a toute une part de militants politiques qui se forment depuis quelques années, qui sont issus de la banlieue, et dont le terreau idéologique est la pensée postcoloniale ou la pensée décoloniale. Et qu'il y a un risque, disons pour nous progressistes, qui est de se couper de ça. Donc il faut, le livre pour moi aussi une manière de réfléchir à ça, c'est-à-dire comment discuter en étant certain du point de rupture, pour moi. Le point de rupture, c'est la renaturalisation du concept. La question, pour moi, reste ouverte. C'est-à-dire, y a-t-il des militants qui sauront faire un usage strictement stratégique, donc très équilibriste, par exemple, du concept de race, qui pourront faire usage de ce type de concept, qui est un concept créé par l'ennemi, etc., par l'histoire coloniale, sans être piégés par le concept. Je n'en suis pas certain, comme vous. Je pense que c'est le type d'arme qui finit toujours par se retourner contre celui qui l'utilise. Je pense que le risque est de renaturaliser la race, c'est-à-dire de penser qu'effectivement, il y a des blancs, il y a des non-blancs, que ce n'est pas juste un processus historique, mais que... Mais naturaliser est un mot équivoque, parce que naturaliser était une forme possible du réel de la catégorie, c'était ça. C'était dire, la science nous enseigne qu'il y a des races distinctes, donc et qu'il y a par nature des races. Mais le débat n'est plus aujourd'hui entre naturalisation et non-naturalisation. Le débat est entre imaginaire ou réel, véritablement. C'est sa véritable assignation. Et si vous réintroduisez une catégorie imaginaire en jouant avec comme si elle était réelle, parce que c'est ce que vous faites à la fin, oui. Enfin, vous jouez avec comme si elle était réelle, vous êtes déjà dans une rhétorique de naturalisation en réalité. Moi, je pense qu'il est possible de tenir une ligne de crête, qu'il est possible encore, et que je pense grossièrement que c'est notre condition, c'est-à-dire d'accepter d'hériter de catégories qui sont effondées, qui ont perdu leur fond, qui sont dénaturalisées, mais pour s'insérer dans le champ politique contemporain, d'accepter d'en faire un usage stratégique, en refusant de sombrer dans une refondation qui serait une autre forme de réaction, hein, c'est-à-dire ça serait devenir réactionnaire à notre manière. Ça serait retourner vers le fait de fonder non seulement la catégorie de race, mais la catégorie de genre, la catégorie, etc. Donc, là où, en effet, le livre cherche un point d'équilibre, dont je ne suis pas sûr qu'il existe, mais il me semble que quelque chose dans la situation contemporaine l'exige, c'est que la position universaliste qui consiste à traiter... à être sûr de la ligne de partage que vous faites entre la part imaginaire et la part réelle, je ne suis pas sûr qu'elle soit tenable actuellement. Je ne suis pas sûr qu'elle le soit. Je vais essayer de prendre un exemple. Je vais essayer de prendre un exemple dans un autre camp politique, par exemple, du côté des réactionnaires, du côté de la réaction. Je pense qu'on peut expliquer une part du succès de la pensée réactionnaire par un retournement stratégique très malin qu'ils ont opéré, qui est bien informé, qui est bien connu maintenant, qui était déjà présent, je ne sais pas, chez Alan Bloom, qu'on a vu monter chez Philippe Muret, qui est très présent chez les réactionnaires actuels, qui consiste à se constituer en minorité des minorités, hein, c'est-à-dire à considérer que le mâle blanc, hétérosexuel, etc., le WASP, a été mis en minorité par l'ensemble des minorités. Et du coup, à produire une inversion stratégique des rapports de domination, en disant « nous qui avons été désignés comme dominants,
Comme ça a été fait sur 20 ans, nous héritons d'une situation où les vrais dominés, c'est nous, les vrais dominés symboliques, donc nous n'avons pas accès à la parole, etc. Donc nous pouvons nous autoriser à être politiquement incorrects et nous pouvons nous présenter comme dominés. Évidemment, leur raisonnement repose sur une confusion volontaire entre une domination réelle et une domination symbolique. C'est-à-dire, l'ensemble des réactionnaires supposent que la domination qu'ils subissent, qui est une domination, je ne sais pas, dans leur rhétorique, de médias de gauche, du droit de l'homisme, du féminisme. C'est la rhétorique des masculinistes aussi, par exemple. C'est-à-dire, nous sommes désormais dominés par une doxa féministe et tout ça. Vous voyez, on voit très bien cette rhétorique réactionnaire contemporaine. Or, ils ont eu une stratégie très efficace, et on est obligé de l'entendre, parce qu'elle a des effets sur notre propre position. Leur stratégie, elle a consisté à dire qu'il y avait toujours un point où on ne pouvait plus faire la distinction entre de la domination réelle et des effets de domination symbolique. Que la domination symbolique se transformait en domination réelle, donc que eux, leur sentiment d'être dominés avait fini par se transformer en domination réelle. Et du coup, on se retrouve très embêté, parce que le penseur qui continue de répondre à des réactionnaires, mais enfin, vous ne voyez pas que vous êtes dominant, vous ne voyez pas votre position socio-économique, culturelle, qui est une position de dominant, lui va sans cesse déplacer, dire, mais non, mais vous ne voyez pas, j'ai pas le même accès que vous aux médias, à l'université, la pensée, les genders, tout ça a gagné. Et donc, je pense qu'il faut entendre le fait que une des victoires de la pensée réactionnaire depuis une trentaine d'années, c'est de rendre impossible de distinguer nettement, d'avoir des critères, par exemple, de la domination réelle et de ce qui est de l'ordre du symbolique ou de simples effets ou d'un sentiment de domination. Vous voyez, il me semble qu'on hérite de ça aussi. Oui, mais parce qu'on accepte de se situer sur le terrain qui est par lui-même intrinsèquement réactionnaire et qui est de bâtir la politique sur des questions d'identité. C'est ça. Évidemment, si vous vous engagez dans cette affaire, vous êtes dans un bourbier pour toujours. Pour les raisons que vous expliquez très bien dans votre livre, d'ailleurs. Parce que les délimitations imaginaires entre nous et identité sont telles qu'on est toujours en train de pouvoir être contraint à des argumentations comme telles que vous dites, à savoir de reprendre la revendication identitaire de celui qui est notre adversaire comme fondée en tant précisément qu'elle est une revendication identitaire, etc. Donc je pense qu'en réalité, alors là on arrive sur la politique, je pense que la politique commence non pas du tout, comme le dit votre première phrase, voilà, c'est votre première phrase que je critique. Votre première phrase, c'est « Admettons que le sujet de la politique, c'est nous ». Je pense qu'on ne peut pas admettre que le sujet de la politique, c'est nous. Voilà, c'est ça Et que si on s'engage dans cette affaire, on bâtit d'emblée la politique comme sur des questions d'identité. Et quand on la bâtit sur des questions d'identité, on ne peut plus en sortir. Et en plus, on donne principalement la main à ceux qui, traditionnellement et depuis toujours, ont bâti la politique sur des questions d'identité, c'est-à-dire les groupes qui se battaient pour conquérir des figures de domination, d'oppression, etc., et qui jouaient sur les oppositions identitaires pour rassembler leurs propres troupes. Donc, il faut qu'on ait une discussion limitée. Qu'est-ce que c'est que la politique ? Parce que si la politique est un jeu de négociation entre identités, idée que vous effleurez, y compris à la fin du livre, alors je pense qu'elle a déjà concédé une part essentielle de son être à la conception réactive de la politique. Voilà. Et elle devient, en réalité, la politique, elle devient l'organisation générale de défense d'une identité déterminée. Alors je crois que tant qu'on en est là, les catégories de la politique deviennent inévitablement la nation, la race, le pays, le genre, tout ce que vous voulez. Mais c'est-à-dire des catégories dont on ne peut pas transformer dans un horizon d'universalité véritable, parce qu'en réalité, elles se définissent toujours précisément par délimitation au regard d'autres identités adverses, concurrentes, dominantes, etc. Et alors, ce que je pense, moi, c'est que, j'en terminerai pour l'instant là-dessus, ce que je pense, c'est que la politique commence quand, d'une certaine façon, on laisse de côté les questions identitaires. Et elle commence par des énoncés ou par des axiomes, qui sont des axiomes principiels, généraux, et qui sont intrinsèquement adressés à tous, ce qui ne veut pas dire que tous vont les croire, les suivre, etc., mais qui sont intrinsèquement destinés à tous, et surtout qui sont tels qu'ils peuvent faire la preuve, lorsqu'ils constituent un nous, que ce que dit ou propose ce nous
est intrinsèquement utile au développement de nous entièrement différents. Je prends un exemple tout à fait banal. Pourquoi, lorsque Marx a écrit le Manifeste, la figure organisationnelle qu'il a proposée a été immédiatement le niveau de l'internationalisme? Pourquoi est-ce une internationale qu'il a voulu bâtir au lieu de bâtir un parti communiste allemand, hein, qui est arrivé plus tard, malheureusement? Et il a voulu construire une internationale parce que c'était adéquat à la conviction où il était, que ceux qu'il proposait n'avaient pas d'enracinement national particulier. En l'occurrence, c'était la nation qui était le groupe visé, mais beaucoup d'autres. Et donc, je pense que c'est axiomatique, ça. C'est-à-dire qu'une politique d'émancipation commence par proposer des énoncés qui ne sont pas soumis aux tests de groupes déterminés, mais qui sont expérimentables par tout un chacun. Tout un chacun, ça ne veut pas dire une totalité. Tout un chacun, ça veut dire quelqu'un où qu'il soit. Quelqu'un où qu'il soit peut expérimenter la figure proposée, et l'internationalisme, c'était ça. Après, il y a des revanches de groupe, il y a des jeux d'imaginaire, il y a tout ce qu'on veut. Mais je pense que la politique proprement dite, la politique telle qu'on peut la concevoir comme politique moderne, c'est-à-dire politique d'émancipation, c'est une politique qui est transversale aux identités dans son processus lui-même. C'est-à-dire ce qu'elle dit, ce qu'elle propose, le mot d'ordre ou les mots d'ordre sur lesquels elle est unifiée et active doivent faire la preuve qu'ils peuvent traverser et même s'enrichir, se moduler, etc., dans les identités les plus expressément disparates. Et il me semble que c'est à cette vision de la politique que vous abandonnez trop vite, voilà, y compris dans oui, j'ai le sentiment que vous l'abandonnez trop vite au profit d'un jeu de négociation entre identités dont les limites sont partiellement insaisissables, qui me paraît une concession faite à l'esprit du temps qui n'est pas nécessaire. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas, finalement, pour le résumer en une question, une façon de se laisser piéger ou intimider par les affirmations identitaires contemporaines ? Le problème, c'est que l'affirmation identitaire, elle existait quand même elle a existé pendant 2 siècles dans les politiques d'émancipation. Il y avait la classe ouvrière. C'était quand même on va y venir. Oui. L'identité de classe jouait un rôle. Donc, mon problème est de savoir comment ne pas faire un deuil postmoderne comme il en a été fait souvent de ça, mais plutôt affronter la question de est-ce que on continue à appuyer un universalisme politique sur un type de découpage qui prime sur tous les autres, soit de manière explicite, soit de manière implicite, soit il est masqué, mais il existe quand même, c'est un découpage en classe sociale, soit il est affirmé, on peut être néo-marxiste et dire que l'ensemble des luttes est quand même organisé par une structure qui reste la lutte des classes, et que, je ne sais pas, la question environnementale, la question de la souffrance des autres espèces animales, mais aussi la question féministe ou la question postcoloniale, la question de la racialisation, etc., reste organisée par un découpage fondamental. Ce découpage, je ne suis pas sûr qu'on puisse s'en priver. Et si on le fait remonter à Marx, il faut bien quand même... il faut le moteur de l'histoire, il faut la lutte des classes quand même. Ou bien, et c'est ce que je ne veux pas non plus, qui m'apparaît une position, disons, qui serait un abandon trop grand, qui a été l'abandon postmoderne, une forme de relativisme qui consiste à... C'était très à la mode dans les années 90, joindre les luttes. Hein. Il y a des luttes qui sont irréductibles. Du coup, c'est pour ça aussi qu'on a abandonné la forme du parti pour la forme des associations, etc. Donc il y a des droits, hein, lutte pour les droits, et puis dans des champs différenciés, etc. La question, pour moi, concrète qui se pose dans l'universalisme, c'est pas que le fait de déclarer, d'arriver à poser des axiomes, c'est d'arriver dans la situation. Alors peut-être que je cède trop à la situation, c'est possible, mais c'est quand même un livre d'intervention, fondamentalement. La situation, me semble-t-il, nous impose de choisir entre continuer d'organiser tous les modes de découpage par rapport à un seul découpage, mais d'abord il y a un risque de rigidité, hein, il y a le fait de passer à côté d'un certain nombre de contradictions réelles, je ne sais pas, entre les luttes féministes, la lutte décoloniale, entre les luttes antispécistes et des luttes sociales, entre les luttes environnementales, enfin on les connaît tous, hein, ces conflits et ces contradictions qui existent dans la vie militante concrète, et de ne pas céder non plus au fait d'autonomiser tous ces champs et de produire du coup autant de politiques et autant de luttes d'émancipation qu'il y a de champs,
et de se retrouver absolument désarmé quand les contradictions arrivent. Il me semble qu'il y a de la place, que ce n'est pas un angle mort, qu'il y a de la place pour concevoir une logique d'articulation de ces champs qui reste fidèle en quelque manière à l'universalisme, qui reste fidèle à l'énonciation d'un nous qui s'appuie sur du quelconque ou sur un tout un chacun, mais qui prend en compte cette question qui, pour moi, à chaque époque, sa condition, il faut bien faire un diagnostic. Pour moi, le diagnostic de l'époque, c'est celui-là. C'est-à-dire le fait d'être confronté à un dilemme entre organiser toutes les luttes par, mais on voit bien que personne n'y croit tout à fait, par une seule, ou bien les autonomiser et se retrouver avec des champs. Vous disiez à l'instant, plus personne n'y croit tout à fait. Moi, c'est ça qui m'a énormément frappé dans votre livre, à la différence d'Alain qui semble croire penser que cette pensée favorise, s'appuie sur un retour des identités. On a le sentiment à vous lire que toute appartenance est une stratégie, finalement, une stratégie d'intervention dans l'espace public. À ce titre-là, toutes les luttes, que ce soit la lutte contre la domination masculine, la lutte contre le racisme, la lutte contre le spécisme, toutes ces luttes ne peuvent pas vraiment être prises par leurs acteurs au premier degré, au sérieux. Leurs acteurs ne peuvent pas être complètement de plein pied dans cette croyance à ces appartenances-là, soit parce qu'elle est parcellaire, soit parce qu'elle est de mauvaise foi, soit parce qu'elle s'est déjà renversée en une forme de nouvelle domination. Et je me demande, c'est la question que je voulais vous poser, est-ce que, partant de ce regard finalement assez postmoderne, est-ce qu'on peut déboucher sur autre chose que sur une phénoménologie, une simple description, et sur une philosophie du renoncement finalement? Alors c'est pas du tout, encore une fois, c'est pas du tout le but. J'espère qu'il n'y a aucune forme de mélancolie ou de nostalgie dans le livre, mais simplement un essai de diagnostic le plus clair et distinct possible de la situation. S'il y a de la mélancolie, c'est malgré moi, et c'est parce qu'on ne peut pas effacer tout à fait son éducation politique et qu'il y a un deuil caché, qu'il y a le deuil d'un certain universel que je n'arrive plus à repérer, en tout cas dans le champ. Mais il n'y a pas de mélancolie affirmée ou esthétisée. En tout cas, je refuserais tout à fait cette position, et du coup d'un renoncement qui se regarderait lui-même. Ça me semble de toute manière être une catégorie politique du passé. C'est une position plutôt des années 90, en fait, ce type-là de renoncement. Je ne pensais pas tant à ça finalement un refus de l'engagement et un rejet, comme vous le disiez dès le début de notre discussion, du choix politique vers la morale, finalement. Alors ça, effectivement, j'y tiens. La question, je tiens à scinder, ce qui se discute toujours, la question de l'identification des lignes, des formes de découpage politique, et la question de l'engagement. J'y tiens à la fois pour une raison profonde et pour une raison superficielle. Pour une raison profonde, c'est que j'y crois, c'est-à-dire je crois que la détermination, à certains moments, la redétermination d'un universel politique suppose de faire abstraction de l'engagement, des engagements qui sont les miens, par exemple. J'y crois pour une raison superficielle et rhétorique aussi, qui est que là, par tempérament, étant plutôt irénique par tempérament et recherchant plutôt des formes de conciliation, je cherche des formes d'équilibre et donc à produire un discours qui puisse être audible même par l'ennemi, donc qui est irénique en ce sens-là, qui recherche... C'est-à-dire, j'ai essayé d'être attentif, c'est pour ça que le passage que vous avez cité au début, je cite le fasciste, etc. C'est-à-dire, je veux pouvoir repérer des formes de contradiction ou des formes politiques de décomposition ou de recomposition qui sont à l'œuvre chez l'ennemi aussi. Donc le livre, il est fait précisément, et c'est pour ça que je retiens mon engagement dans le livre, il est fait pour essayer de déterminer une situation commune, et commune au sens le plus large, y compris avec tous les adversaires ou tous les ennemis possibles. Et donc dans ce livre-là, l'engagement est reconnu, clairement. C'est un livre, c'est un essai au fond, c'est presque un essai d'empathie morale avec l'adversaire. D'essayer de comprendre que dans son camp, la situation n'est pas différente. Ce qui, à mon avis, il y a un temps pour ça aussi, pour comprendre une situation commune. C'est-à-dire, je pense qu'au fond, le raciste, le racialiste actuel, il rencontre des problèmes qui ne sont pas si différents que ça de l'antiraciste. Mais peut-être que je me trompe, peut-être que c'est une illusion réconciliatrice dans une époque qui ne l'est pas. C'est-à-dire que ce qui me semble, c'est que vous évacuez un peu le fait qu'en dernier ressort, la politique, c'est
si c'est un système de décision et de suivi des conséquences de cette décision. C'est pas expressif, c'est-à-dire ce n'est pas l'expression des intérêts particuliers d'un nous ou d'un groupe, ce n'est pas une négociation entre les différentes figures du nous et du groupe donné dans la situation, c'est in fine de l'ordre de la décision et du trajet de cette décision dans la situation. Par conséquent, en un certain sens, c'est la décision qui constitue le nous et pas le nous qui constitue la décision. C'est-à-dire qu'en politique, c'est la décision qui est première. C'est pour ça que ça commence le plus souvent par même pas un groupe, par quelques individus. Quelques individus, comme dans la fondation du Parti communiste chinois, par exemple, où ils étaient 11 dans une jonque. Et non, mais je poursuis juste un peu sur ce point, c'est-à-dire que devient cela dans votre dispositif? C'est-à-dire que, en un certain sens, la politique, c'est une décision telle que ses conséquences ne sont pas inscrites comme telles ou de façon prédéterminée dans la situation. C'est une invention aussi, c'est une invention. Et donc il faut, pour que laisser libre cet aspect d'invention de la politique, et éventuellement d'invention ayant, comme peut l'avoir l'invention artistique ou scientifique, une signification universelle en dernier ressort, si on veut laisser libre cela, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas, au départ, lui assigner un nous quelconque. Alors, je voudrais revenir sur votre objection, la classe ouvrière. Mais la classe ouvrière est traitée, y compris par le marxisme le plus banal, de deux façons tout à fait différentes. Elle est traitée dans un premier temps comme une figure du système de production capitaliste, et donc comme un ensemble qui n'est nullement un nous, d'ailleurs. Donc, ce qui va subjectiver ce nous n'est pas ce nous lui-même. Ce qui va subjectiver ce nous, c'est à vrai dire l'injection dans ce nous de quelque chose qui en réalité va immédiatement le diviser, à savoir l'idée que pour des raisons qui sont quasiment métaphysiques, parce que ce nous n'est rien, alors il peut en tant que rien représenter tous les autres. Mais ça va s'expérimenter comment? Ça va s'expérimenter par un processus de décision et de conséquences localisées en situation, etc., qui vont constituer l'histoire, non pas en définitive l'histoire d'un nous, mais l'histoire d'une politique. Et cette politique, elle va être reprise, réamorcée, réattribuée dans des contextes extraordinairement différents, où cependant elle se reconnaîtra, non pas du tout à son nous, en fait, mais à ceux qui sont ralliés ou ralliables au système des conséquences de la décision qui a été prise. Par exemple, on demandait à Mao Tse-tung qu'est-ce que c'était que le prolétariat, finalement. Il a répondu: le prolétariat, c'est l'ensemble des amis de la Révolution. Une excellente définition, les amis de la Révolution, mais alors pour ça, il faut qu'il y ait la Révolution, avant qu'il y ait le nous. Donc c'est le processus qui constitue le nous, et non pas le nous qui constitue le processus. Donc il me semble quand même qu'en enfermant la définition de la politique dans le système de la hiérarchie de l'extension et de la contraction des nous, etc., vous lui enlevez son aspect qui, pour moi, fait qu'elle touche à la possibilité d'une vérité, c'est-à-dire le fait qu'elle est une création, la politique. Elle est une création. Et elle est une création qui, en effet, comme toute création, peut constituer ses amis, les amis de la Révolution, ou les amis de Cézanne, voilà. Mais ce n'est pas l'aspect groupal qui constitue la valeur esthétique d'un grand tableau. Et pas plus, ce n'est pas non plus l'aspect groupal qui constitue la signification ultime d'une politique. C'est ce qu'elle transforme dans la situation. Voilà. Mais derrière chacune de ces catégories politiques, il y a toujours eu un appareillage qui était en partie sociologique. Derrière, il y a le Marx sociologue, il y a le Marx des luttes de classe en France, etc., qui est celui qui va faire des distinctions fines, qui va distinguer entre la bourgeoisie financière ou la bourgeoisie industrielle, etc. Donc il y a besoin, comme chez Marx, mais pour toutes ces catégories, la catégorie politique, même lorsqu'elle est performative, elle a besoin d'une sociologie, en fait, toujours. Et elle a besoin, en fait, d'un appareillage qui est en partie métaphysique, en partie juridique, en partie sociologique ou en partie scientifique, d'une manière générale, soit de sciences humaines, soit des sciences de la vie. Or, là où... moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être lucide sur le fait d'hériter
de catégories qui toutes, c'est un des points importants pour moi, où pour toutes c'est jouer la même scène. Pour la catégorie de classe comme pour les autres catégories, pour la catégorie d'espèce, pour la catégorie de genre, processus de décomposition. Or je pense qu'on ne peut pas tout à fait en faire abstraction, parce que ce processus de décomposition, il fait que celui qui continue de vouloir déclarer un sujet politique à partir d'une catégorie qui est une construction historique, mais qui s'est décomposée historiquement. On hérite d'une classe ouvrière qui est désormais définie avec des classes intermédiaires, des classes moyennes. On hérite aussi d'une sociologie. On ne peut pas tout à fait faire abstraction de ce donné-là, du donné sociologique, du donné soit des sciences humaines, soit des sciences de la nature, hein, comme celui qui veut déclarer quelque chose à propos de l'espèce humaine. À un moment, il est obligé aussi d'aller voir un petit peu comment la catégorie d'espèce est traitée encore par ceux qui vont faire par le théoricien de l'évolution ou par celui qui fait de la classification phylogénétique. Donc on est obligé quand même de faire attention à ce devenir des catégories dans les savoirs positifs, parce que sinon on joue quand même stratégiquement, politiquement avec des noms qui ont un implicite, et cet implicite est historique, il y a un savoir. Donc pour moi ça c'est le premier point, c'est-à-dire que le livre essaye de faire avec cette situation de ces catégories. Ensuite, effectivement, d'une certaine manière, moi, ce que je recherche est beaucoup plus modeste. C'est-à-dire, ce que je recherche, c'est d'avoir une conception distincte de ces catégories pour l'usage qu'on pourra ensuite en faire, qui est un usage politique au sens où vous le dites, qui est un usage stratégique. C'est une manière de dire, en comprenant l'ennemi aussi, hein, mais de dire aussi aux amis politiques, pour les engagements futurs, attention, si vous n'avez pas une conception suffisamment distincte de ce qui s'est passé avec ces catégories, vous allez commettre des erreurs. Donc c'est un usage essentiellement négatif de ce point de vue-là. Hein, la question n'est pas l'engagement, la question est de dire ici simplement, attention, il y a des diagnostics sous-jacents à nos engagements, et ces diagnostics sous-jacents, il faut faire attention aux catégories qu'ils utilisent, à leur devenir historique et à ce que ces catégories sont maintenant pour nous. C'est une manière de dire aux amis féministes, aux amis postcoloniaux, aux amis révolutionnaires, aux amis autonomes, attention à ces catégories. C'est juste ça, profondément. Hein. Donc vous accepteriez finalement de dire que c'est une espèce de sociologie de la précaution que vous leur proposez? Alors, sociologie de la précaution, l'expression n'est pas très charitable. Non, mais le fait que ça soit un travail qui soit essentiellement analytique, comme vous le disiez au début, compte par contre pour moi. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un moment où la pensée politique ne peut pas se passer d'une analytique. Non. Mais ça, absolument, absolument. Tous les congrès des partis communistes du temps de Lénine commençaient par la situation actuelle et nos tâches. Exactement. Ouais. Alors, je ne veux pas éliminer du tout la situation actuelle, ni la contribution, en effet, que vous pouvez lui apporter, mais je voudrais quand même souligner que la politique commence avec nos tâches. Et que la situation actuelle, ça peut être partagé par le journaliste, le sociologue, la personne cultivée, l'homme précautionneux qui prépare son futur, le capitaliste qui se demande où injecter ses capitaux, le militaire qui se demande où il va falloir envoyer ses troupes, enfin, beaucoup de gens, recommandables ou pas, hein. Ils sont tous intéressés à l'analyse de la situation. D'ailleurs, il y a eu une grande victoire du marxisme, en fin de compte, parce qu'aujourd'hui, tout le monde analyse la situation d'abord du point de vue de l'économie, hein. Cette idée que l'infrastructure, c'est l'économie, qui a été pendant longtemps une idée repoussante que les libéraux considéraient comme tout à fait exagérée, est maintenant admise absolument par tout le monde. Tout le monde pense que l'économie, c'est l'infrastructure. Donc il faille analyser l'ensemble de tout ça, les effets de groupe induits. Enfin, alors là, des nous très différents peuvent s'intéresser à la même situation. Je suis bien d'accord avec vous. Et quand vous dites que le nous de l'ennemi est aussi intéressé ou pris dans la même situation que nous, ça c'est absolument certain. Simplement, nos tâches, à nous, c'est de le détruire, l'ennemi. Alors que lui, il est dans la situation pour une toute autre tâche, qui est de survivre et de s'imposer. Donc d'une certaine manière, à la fin des fins, c'est quand même l'organisation des décisions conflictuelles qui organise la politique à proprement parler, et non pas la description des contingences complexes. Et je terminerai là-dessus. Il me semble que
il me semble en outre que vos opérateurs sont des opérateurs qui sont tous de complexification. Et je sais bien ce rappel constant qu'on nous fait que, attention, la situation est complexe. En général, c'est pour conclure qu'on ne peut rien faire. La situation est beaucoup trop complexe pour qu'on puisse faire quoi que ce soit. Donc je ne voudrais pas vous dire que vous poursuivez le même objectif. Hein. Mais enfin, c'est quand même en partie une méthodologie de la complexité, de l'enchevêtrement, des différentes luttes, etc., etc. Mais en un certain sens, il y a toujours un moment où la politique, c'est une simplification. Ça, c'est inéluctable. C'est une simplification, parce que sans simplification, il n'y a pas de décision, il n'y a que de la gestion. Et on peut gérer une complexité, mais on ne peut pas décider de la complexité elle-même. La complexité, elle ne propose comme décision que des protocoles de simplification. Et alors, ma question, c'est ça, c'est à quel moment, à quel seuil de la description enchevêtrée des nœuds et du système complexe du front de lutte aujourd'hui, tel que vous l'avez vu se constituer, se générer à partir des années 80, où se situent le ou les points qui garantissent en quelque sorte qu'une décision est possible. Alors d'abord sur la complexité, je ne suis pas du tout un penseur de la complexité, hein, c'est pas par contre, j'essaye de rendre compte d'une complexité qui est une complexité d'un sentiment partagé. C'est-à-dire ce qui est partagé, en revanche, c'est l'impression que c'est devenu compliqué. Hein, l'enchevêtrement des luttes, pour moi, c'est simplement essayer de rendre compte de la texture même de notre sentiment politique. Je partage un but qui est un but de simplification. C'est-à-dire le but du livre aussi, essayer de trouver un certain nombre d'opérateurs simples pour comprendre les mécanismes qui nous entraînent vers ce caractère emberlificoté des situations, des luttes qui se retournent les unes contre les autres, etc. L'impression que l'ami d'aujourd'hui est immédiatement l'ennemi de demain d'un plan sur l'autre. Ça n'est pas forcément nouveau. Ce qui est nouveau pour moi, c'est la généralisation de ce sentiment, qui peut être généralisable comme une condition politique d'époque. De ce point de vue, au fond, je crois que ce qui m'intéresse, alors, encore une fois en négatif, c'est d'arriver à dire, là aussi à certains amis politiques, que je crains qu'un certain nombre de mouvements avec lesquels je suis moralement d'accord me semblent politiquement prêter le flanc aux critiques que j'aimerais esquisser avec mes opérateurs. Par exemple de ce point de vue, j'ai pas du tout été satisfait par Nuit debout. C'est compliqué. J'étais satisfait moralement, c'est-à-dire dans mon engagement, mais j'étais pas satisfait politiquement. Et je l'étais pas pour des raisons qui pour moi tiennent à ce que j'essaie d'expliquer dans le livre. Le mouvement des places en général, la manière de découper l'espace social, le refus de dire les particularités, c'est-à-dire ne pas nommer les catégories classificatoires, ne pas dire exactement qui l'on est, alors qu'il était quand même sensible que c'était d'abord la classe moyenne en voie de déclassement, intérimaire, n'ayant pas de contrat de travail, plutôt trentenaire avec des marges, hein, mais on le voyait, on le sentait. Mais ça n'arrivait pas jusqu'à l'expression. C'est-à-dire que je pense qu'un des problèmes du mouvement hors de question stratégique était de ne pas arriver à dire qui il était concrètement, socialement. Du coup, d'avoir maintenu, à mon sens, un universel trop flou. Le fait de parler un petit peu pour tout le monde et de ne pas assez revendiquer à un moment de conquérir un universel à partir d'une particularité sociale. Donc, vous êtes d'accord avec ça, Alain Badiou? Le no de Nuit debout était une catégorie sociale très particulière, en l'occurrence on sentait qu'elle c'était dur de intellectuels précaires. Vous êtes d'accord avec ça? C'était pas entièrement vrai. Je suis très, très, très frappé parce que c'est comme si pendant un instant nous permutions nos rôles là. Très bien. Parce que c'est Tristan qui
qui tout d'un coup simplifie et demande qu'on dise clairement qui on est, alors qu'une partie du livre est consacrée au fait qu'il est très difficile, voire impossible, de dire qui on est. Et après, c'est pour ça que je répondrai sur... On conçoit que Nuit debout ait quelques difficultés de résoudre ce problème. Moi, je n'ai pas été non plus convaincu par Nuit debout, c'est un accord négatif. Mais pour une raison simple, c'est que je pense que les conditions dans lesquelles cet ensemble a été proposé étaient hors d'état de décider quoi que ce soit, précisément. Alors, ça interfère un peu avec ce que vous avez dit. Mais une raison était une raison, alors que vous accepteriez, vous, je pense, qui était que j'ai été stupéfait de voir que ce mouvement, qui était un mouvement formellement d'occupation de place, par, en effet, principalement... des représentants de la classe moyenne simplification voilà. sociologique. Mais... Ce qui n'est pas un grief, hein, car les mouvements sont ce qu'ils sont. Ils peuvent enclencher bien d'autres choses. Mais ce mouvement venait en fin de course de toute une série planétaire de mouvements du même type, qui étaient des mouvements d'occupation de place, qui ont eu lieu avec une puissance et un déploiement beaucoup plus considérable que Nuit debout, il faut dire, que ce soit au Caire, que ce soit en Turquie, que ce soit à Hong Kong, et même que ce soit aux États-Unis, à Wall Street, ou encore bien plus en Californie. Or, ce mouvement a eu lieu comme si il n'y avait pas à faire le mouvement, le bilan, le récit, le constat de ce qui s'était passé là historiquement, dans la même forme, un peu dans les mêmes conditions, et qui s'était terminé non seulement par des impuissances, mais par des échecs dramatiques, puisque au Caire, la dictature militaire a été rétablie dans des conditions plus féroces qu'antérieurement. À Hong Kong, les Chinois ont pris la main de façon totale. Bon, et à Wall Street, on est finalement, après l'épisode Bernie Sanders, qui était un peu oui. Une expression... La tête de pont parlementaire de la chose, ben on a Trump contre Hillary Clinton. Et bien entendu, des épisodes encore plus fondamentaux, alors, se sont déroulés en particulier en Grèce. En Grèce, où on a vu que, alors même que le mouvement avait été très puissant, très déployé, beaucoup plus tenace qu'il n'avait été en France, et alors qu'un parti original, un regroupement décisionnel là, en était sorti, néanmoins, la situation n'était pas modifiée pour l'essentiel et l'incorporation européenne interdisait toute novation. On peut y voir aussi la singularité de son leader, en l'occurrence Alexis Tsipras. Un autre aurait pu opter pour des solutions plus radicales. Oui, peut-être, mais en tout cas, ça ne s'est pas passé. Donc, ce que j'appelle bilan, moi, c'est de s'appuyer sur les expériences auxquelles on peut comparer la sienne propre, en tant que processus, là, pas en tant que nous, mais en tant que processus, et constater que les échecs qui ont eu lieu antérieurement, on va proposer des méthodes nouvelles pour ne pas les supporter, en tout cas dans les mêmes conditions. Alors, et donc, ça croise bien, ça, la question du processus et de la situation. Mais dans la situation, j'accorde une importance considérable à l'analyse des processus antérieurs. Des processus antérieurs semblables, comparables, de même nature. Et au fond, c'est ce qui s'est toujours passé. Parce que tout le monde sait que les conditions victorieuses de l'insurrection de 17 en Russie ont été largement tirées par Lénine du bilan qu'il faisait du fiasco de la Commune. On pourrait attendre que Nuit debout propose une victoire par un bilan systématique fondé, discuté et les décisions afférentes des occupations de place antérieures. Absolument rien de tel ne s'est passé, et donc, d'une certaine manière, le discours est resté au niveau, en un certain sens, de ce qu'il pouvait exprimer dans la confusion de sa complexité. Mais de ce point de vue, peut-être qu'une de nos différences serait aussi la détermination d'un critère de réussite politique. Je le disais au début, ce livre-là, pour moi, n'est pas un livre de stratégie. La stratégie est une question politique. Critère de réussite d'une stratégie, c'est la prise de pouvoir. Mais il y a un autre sens de la politique, et là, peut-être pour boucler le débat de ce soir, je reviens peut-être à mon expérience de ce qui est devenu la politique dans les années 80. Un autre critère qui compte pour moi, et qui est à ce livre, est la capacité à rendre visible. Et de ce point de vue, il y a des réussites. Il y a des réussites politiques émancipatrices dans le monde contemporain.
Donc je serais beaucoup moins défaitiste. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des réussites. Vous prendrez quoi comme exemple de ces réussites ? Je pense, par exemple, je ne la partage qu'en partie, mais je pense que la cause animale est un exemple de réussite politique qui s'est fait avec un petit nombre de militants, d'activistes, qui partaient de très loin en France, puisque c'était quasiment inexistant dans les années 70-80, c'était un mouvement anglo-saxon. C'est quelque chose qui a rendu visible cette catégorie politique. Il me semble difficile pour une politique aujourd'hui de ne pas s'emparer des questions de l'alimentation, de la viande, etc. Quoi qu'on en pense, hein, mais en tout cas, c'est une réussite. C'est pas une réussite, alors on peut discuter leur stratégie, mais c'est une réussite dans leur mode de découpage, c'est-à-dire qu'ils ont rendu visible une catégorie qui n'avait aucune visibilité politique en France, la question de l'espèce. Une autre réussite de ce point de vue, c'est la pensée postcoloniale ou décoloniale en France, qui, là aussi, ces dernières années, alors pour le meilleur et pour le pire, on ne sait pas, ça revient à notre discussion, a rendu visible la catégorie de race. Vous décririez les indigènes de la République comme une réussite politique ? Oui, je crois que si on met de côté, pour le coup, un jugement moral, ça me semble non, une sans réussite. Jugement moral, mais simplement oui. Au point de vue de l'efficience politique, depuis une dizaine d'années, on ne peut pas dire que les choses est vraiment prises. C'est tout de même curieux que ça accompagne une montée, au contraire, frénétique de l'identitarisme anti-musulman. C'est pas un succès, ça, tout de même. Oui, mais c'est un succès d'organisation, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a des militants, qui sont des militants jeunes, qui entendent des arguments proches de ceux du pire. Ça existe. C'est-à-dire si le critère de succès, c'est le fait de rendre visible une catégorie politique et un type d'argument, c'est clairement une réussite. Quelque chose qui était absent ou qui n'a été présent dans la politique française que dans l'anticolonialisme, mais qui était souvent un anticolonialisme qui était lié à d'autres luttes, hein, dans la tradition marxiste, c'est autonomisé. Et il y a clairement une politique anticoloniale, décoloniale, chez des militants, chez des gens très jeunes qui ne sont pas forcément très engagés politiquement, mais qui vont partager, des traits d'analyse qui sont ceux qui sont proches de l'indigénat, par exemple. Donc ça me semble un critère de réussite important. À côté, c'est-à-dire, je ne sais pas comment l'exprimer simplement, je ne suis pas du côté de ceux qui, faisant gagner l'activisme, une certaine conception de l'activisme, renoncerait totalement à un critère de réussite de la politique qui est la prise de pouvoir, hein, qui est le résultat d'une stratégie de prise de pouvoir, mais je pense qu'il faut aussi entendre, et ça permet d'ailleurs de ne pas être complètement défaitiste, d'autres types de victoires qui sont des victoires dans l'ordre symbolique, qui consistent à imposer des catégories politiques. Et c'est pour ça que de ce point de vue, il y a aussi une victoire de l'autre côté, qui est une victoire de la pensée réactionnaire, qui a aussi imposé des catégories. Elle permet de dire des choses dans l'espace public qui n'étaient pas dissibles il y a 15 ans. C'est un bon critère aussi, ça, la dissibilité. Non, la capacité à rendre lisible une contradiction inaperçue, je serais d'accord pour dire que c'est une opération positive dans l'analyse des situations. D'ailleurs, au fond, les révolutionnaires de toutes les époques ont fait ça. Ils l'ont toujours fait, hein, oui, c'est un critère classique. Bien sûr. Simplement, il faut ajouter une grille supplémentaire aujourd'hui qui est quand même, on peut faire des mesures de compatibilité entre telle ou telle proposition mise en lisibilité et le régime dominant tel qu'il persévère. Alors ça, et là, je suis tout à fait d'accord, ça n'empêche pas de conserver un autre critère, stratégique, qui est la question de la prise du pouvoir, de la prise de pouvoir. Peut-être pour achever cette discussion par un retour à notre situation politique française qui n'est guère brillante, vous avez participé, Tristan Garcia, à cette rentrée au collectif Le Livre des Trahisons, emmené par Laurent Sutter aux Presses universitaires de France, qui dresse un bilan extrêmement dur du quinquennat actuel. Ce gouvernement, je vous cite, n'aura même pas échoué à défendre les dominés, il n'aura pas essayé. On a le sentiment, cependant, à vous lire que la gauche est vouée à trahir, qu'elle est vouée à échouer. Quand on lit ce texte que vous avez fourni au Livre des Trahisons, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce sentiment qui est le vôtre et d'où vient cette fatalité à échouer du camp progressiste que vous pointez ? C'est une critique en deux temps. Alors, c'est pas une critique que je porte contre la gauche, mais contre la vieille idée de la social-démocratie. Je crois, et je pense que vous êtes d'accord, c'est quelque chose que vous avez toujours dit. Je pense qu'un des ressorts de la social-démocratie a toujours été la trahison. C'est important, c'est la figure du social traître. Ça, c'est indubitable. Vieille figure. Donc, néanmoins,
nous sommes dans une situation où nous pouvons aussi apprécier les trahisons de la social-démocratie ancienne, puisque nous sommes confrontés à une social-démocratie qui n'est plus capable de trahir, puisqu'elle ne sait plus promettre. Donc elle n'est plus en capacité de trahir quoi que ce soit. C'est pour ça d'ailleurs je comprends tout à fait l'intention de Laurent de Sutter ou des autres contributeurs d'appeler ça livre des trahisons, mais de mon côté en tout cas il n'y a eu aucun sentiment de trahison. Je fais partie de ceux qui n'ont jamais évidemment rien attendu de ce gouvernement. J'ai plus des 81 points du programme de François Hollande. Rien n'a été trahi, rien n'a été promis, enfin, ça c'est très clair. Du coup on sait très bien, mélange de vote utile, de stratégie, de calcul utilitariste, comment faire pour éviter Sarkozy et tout ça. Donc je dirais là où pour le coup je serais presque un peu mélancolique, c'est que l'état du Parti socialiste français depuis quand la question de la datation est compliquée. Est-ce que c'est Mitterrand? Je sais pas. Est-ce que c'est le programme commun? Je ne sais pas exactement. Mais en tout cas l'état du Parti socialiste français depuis longtemps nous fait regretter la capacité, je dirais, d'une sorte de bonne vieille social-démocratie qui était capable de trahir, qui était capable d'avoir une dialectique, mais c'est vrai, qui avait un certain sens de la dialectique, et du coup, ça permettait aussi au passage quelques conquêtes sociales, néanmoins. Hein. Ça permettait d'arracher les conquêtes sociales. Dans la trahison, il y avait quelque chose qui était trahi, et à l'aune aussi d'une petite réalisation, de quelque chose qui, dans l'histoire, était attrapé par les dominés, par la classe ouvrière. Et ça n'est plus le cas, de toute évidence, et tout le monde le sait. Moi, j'ai une longue expérience du rapport entre l'extension de la trahison et la contraction de la petite chose donnée en compensation. Hein. Parce que quand ma jeunesse politique, c'est quand est venu au pouvoir le gouvernement Guy Mollet, qui avait fait campagne sur la paix en Algérie, qui évidemment à cette échelle-là a commis une trahison dont les effets étaient quand même particulièrement considérables. Hein. On s'est mis à torturer dans les commissariats parisiens, etc., etc. Une horreur, vraiment une horreur. Et qui tout de même a créé la vignette automobile pour subventionner la prime de vieillesse. Voilà. Alors, la social-démocratie... Voilà. Moi, j'ai écrit en 2012 un petit livre qui s'appelait, dont le titre était « Sarkozy, pire que prévu, les autres prévoir le pire ». Eh bien, c'est ce qui s'est passé au-delà de mes prévisions elles-mêmes. Merci Tristan Garcia de nous avoir rendu visite. À bientôt pour une nouvelle édition de Contre-Courant.